Chers amis, bonjour. Voilà, il faut reconnaître que, comme par hasard, hier j'ai rencontré un de mes meilleurs amis. Il m'a dit que elle est à Marseille depuis quelques jours. Et comme par hasard, il a rencontré un de mes amis que j'ai connu, et pour être précis, le 4 octobre 1985. Pourquoi? Parce que je me souviens très bien avoir quitté le Maroc le 1er octobre 85. Je suis arrivé à Marseille le 3 octobre vers le coucher du soleil à la gare Saint-Charles. J'ai passé la première nuit à la cité Saint-Charles chez un ami que je ne connaissais pas. Et le lendemain, on m'a dit que les cours, les TD, les TP auront lieu à Saint-Jérôme. Et je suis allé à Saint-Jérôme, j'ai pris le métro depuis Saint-Charles jusqu'au Fray-Vallon et j'ai pris le bus numéro 3. Arrivé à Marseille, j'ai fait quelques pas pour arriver à la résidence universitaire Saint-Jérôme-Garçon et j'ai vu ce jeune homme souriant comme toujours. Je lui ai dit, vous êtes de Tétouan? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ah oui, tu joues au volleyball avec Mehdi Zoua, qui est actuellement docteur et directeur de l'école des beaux-arts à Tétouan à la cité scolaire. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Et ben, je lui ai dit, voilà, ben, je viens d'arriver du Maroc. Il m'a dit, tu vas faire un troisième cycle? Non, je lui ai dit, voilà, je suis encore jeune pour un troisième cycle, mais je vais faire une licence ici. Eh ben, je lui ai dit, alors, comment ça se passe? Et ils m'ont dit, moi, j'ai eu la cité universitaire. J'ai dit, eh ben, ça se voit que tu es né dans les draps blancs, toi, hein, parce que tu as eu la chance d'avoir la chambre. Mais à vrai dire, tu avais une chambre à titre de passager. Tu payais un peu plus cher le loyer, mais en attendant la décision du Crous. Et je me souviens, tu m'as dépanné les premiers jours. Et après, j'ai négocié avec quelqu'un parce qu'avec la bourse marocaine, qui n'est pas vraiment une bourse généreuse, souvent on fait appel à notre étudiant pour partager la chambre, sachant bien qu'elle était un petit peu plus petite par rapport à ce qu'on savait. Hein. Bref, et je me souviens, j'ai échangé avec toi à plusieurs reprises, tu étais mon conseiller, tu m'as donné beaucoup d'idées, et je garde un bon souvenir de toi. Alors, monsieur Mohamed Maté, je pense que toi et moi, tous les deux, aujourd'hui, à l'heure que je te parle, on est mariés, on a eu des enfants, alhamdoulilah, et on partage le même travail chez le même ministère. Alors, comment tu trouves notre carrière? S'il te plaît, merci. D'abord, c'est une immense joie de te rencontrer. C'est un clip ce matin. Hein. Et les souvenirs, moi, c'est difficile de me rappeler des choses parce que je vis le jour. Je trouve que chaque jour apporte Exact, ouais. ces moments de joie. Donc, c'est intéressant que quelqu'un comme toi qui vient te rappeler aussi des bons moments et parfois des moins bons moments qu'on a pu passer. Ouais. Pour revenir à la question de la carrière, Ouais. personnellement, c'était une découverte tout à fait par hasard, où je me suis émancipé et je me suis retrouvé. Et j'ai retrouvé ma vocation, tout à fait par hasard. Parce que figure-toi, comme tu l'as très bien dit, moi je suis parti en France, surtout pour faire un doctorat de géologie précisément, et revenir à notre cher pays. Et pour servir Maroc, l'institution marocaine, voilà, université, voilà, faculté. faire de la recherche et Voilà. l'enseignement universitaire. Sauf que ce n'était pas du tout le projet personnel, mais plutôt le projet des parents. Et donc, par respect aux parents, on essaie toujours d'appliquer. Sauf que j'ai eu la chance d'expérimenter des séances d'enseignement, surtout dans le secondaire et plus précisément dans le collège. Et c'est là que j'ai eu une révélation, comme quoi c'était vraiment là où il y avait ma place.
Ben, C'était vraiment là où il y avait Eh une ben, place. justement, parce que personnellement, moi qui ai fait une licence et une maîtrise d'électronique, électrotechnique et automatique, et un bac plus 5, un DEA que j'ai obtenu à l'Institut national polytechnique de Lorraine en électronique, je pense, quand je suis arrivé à Paris, en attendant de trouver un logement, j'ai trouvé un travail avant le logement, parce qu'à Paris, il y a beaucoup d'occasions. Moi, je me souviens, il y a un des inspecteurs de l'éducation nationale, il m'a dit, je vais vous nommer à l'académie de Créteil. Il m'a dit, je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir un lycée ou bien une cité scolaire où il y a l'internat. Comme ça, je peux dormir avec les étudiants de BTS éventuellement, en attendant d'avoir les 3 fiches de paie pour être locataire en bonne et due forme. Bon, et je me souviens, j'ai trouvé un poste de maître auxiliaire à une époque où, lorsqu'on est bien diplômé, on trouve un Marocain, Algérien, Tunisien, il a du mal à intégrer une grande société ou bien une grande boîte multinationale. Donc, ce qui fait, il n'y avait que l'éducation nationale qui nous a ouvert les portes pour boucher un petit peu les trous et pour travailler dans des zones, ce qu'on appelle ZEP, zone d'éducation prioritaire. Parce que souvent, quand il y a une communauté des Maghrébins, on peut dire des ghettos, mais pas vraiment, hein. Voilà. Pour une cité où il y a beaucoup de Maghrébins, il faut bien un professeur d'origine maghrébin qui est le mieux adapté pour répondre aux besoins de l'éducation nationale. Tu es bien d'accord avec moi ou pas? Ah bah là justement, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Ah, bah Justement, oui, tu peux ne moi- pas être d'accord, moi, hein. personnellement, mon expérience Ouais. personnelle, j'ai fait la même démarche que toi, c'est-à-dire que j'ai postulé en tant que maître auxiliaire dans le secondaire tout à fait par hasard. Et mes premières nominations, presque toute la carrière de maître auxiliaire, je l'ai passée que dans des établissements non REP, non ZEP justement. Et parfois même dans des zones reculées des grandes villes, comme par exemple mon premier poste qui a eu lieu à Samé, je me souviens très bien. Samé, c'est un petit village C'est là où tu habites, je là pense, où il y a- non? derrière Boulogne-sur-Mer. Non, non, ça a été à 120 km de Ah là oui. où j'habitais. J'ai dû acheter d'ailleurs une voiture pour faire Pour faire le trajet, ouais. le trajet. Mais je ne regrette pas, hein. Au contraire, j'ai été bien accueilli. C'était vraiment la France profonde, hein. Aucun étranger d'ailleurs. Aucun étranger. Sauf moi, bien sûr. Et je remercie énormément, énormément toute l'équipe des enseignants ainsi que leur directeur pour l'accueil très chaleureux qu'ils m'ont réservé pendant Les toute premiers l'année. jours, ouais. Pendant toute l'année, puisque, Ouais. souviens-toi, nous, quand on est arrivé en France, la France, même si on maîtrisait plus ou moins la langue De Molière. de Molière, on avait l'accent espagnol qui dominait. On avait l'accent espagnol. Exact, exact. Ça, c'est donc, vrai, ouais. quelques petites erreurs de prononciation et même parfois de construction. Et là, voilà que les enseignants, gentiment, de manière indiscrète, plutôt discrète, pardon, qui me corrigeaient et qui me donnaient les bonnes formules sans jamais remettre en cause mes compétences. Voilà, donc pour te dire que ce n'est pas vrai que les étrangers, et surtout en particulier les Maghrébins, ont été nommés pour combler ou pour faire face à des... Certes, ça pouvait être utile, certes, ça pouvait être intéressant pour venir en aide à l'institution, mais ce n'était pas le principal, on va dire, objectif de la nomination d'un Maghrébin dans le secondaire. Voilà. Ouais, ouais, mais Donc, il faut savoir, rien n'est facile, hein. Je crois que la France aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait de nous des hommes avec H majuscule, avec une tête qui est bien vissée sur nos épaules, parce que on était capable de se débrouiller avec une petite bourse marocaine, de bien faire, de bien décrocher des diplômes, de bien travailler, de bien s'organiser. Et c'est vrai, comme notre auxiliaire, c'était pas sûr de garder le même poste à la même cité scolaire, voire le même lycée ou bien le même collège, ce qui nous a poussé
ce qui nous a poussé à faire une demande de nationalité française. Je crois que avoir la nationalité française, ça se mérite. On ne peut pas donner la nationalité à quelqu'un qui est maladroit, qui n'est pas dans le droit chemin. Alors, comment tu t'as senti le jour où ton nom était publié au journal officiel de la République française, déclaré français, Monsieur Mati Mohamed, né à Tétouan? Alors, c'est quoi ton impression? Le décret, tu dois l'avoir, à mon avis, jusqu'à présent. C'est un papier officiel qu'il faut garder dans le coffre-fort, avec les diamants que tu as de ta femme et les pièces de louis d'or que tu as achetées à l'époque, peut-être. Non. Moi, c'est la nationalité française. Bon, j'ai été naturalisé, bien sûr, suite à ma demande personnelle. Mais c'était un des projets que j'avais en tête avant même de savoir si je voulais rester ou pas rester en France. Ouais. Parce que figure-toi, la nationalité française, moi je l'ai demandé. C'était mon projet dès que je suis arrivé rapidement en France. Puisque, comme je te l'ai dit, c'était un des projets avec un de mes amis que peut-être que tu connais, le docteur chirurgien Hassan Mramat. Je crois qu'on va faire le tour parce qu'il y a le soleil, le reflet, et là je te donne raison à 100%. Je te l'avais dit, oui, contre-jour, voilà, on va faire une rotation de 180 degrés et on sera beaucoup plus à l'aise. Merci. Voilà, on est mieux comme ça. Sauf que là, on a le soleil dans la figure. Ouais, mais c'est pas grave. On est venu rien que pour ça. Hein. Eh oui. Donc voilà. Donc je disais, concernant la nationalité française, eh bien, c'était une des idées que nous avions, comme je l'ai dit, et que nous avions imaginé. D'ailleurs, pas spécialement que pour la nationalité française, c'était plutôt la nationalité suisse à l'époque. Quand on était encore en cinquième, c'est-à-dire... la première année du lycée. Voilà, exactement. Ouais. Exactement, seconde en français. Et bien, on s'était dit, avec Hassan, que le monde est en train de changer. Oui, le monde est en train de s'ouvrir, le monde est en train de se fermer. Et donc, à l'époque, on considérait, avec notre jeune petite pensée, qu'on considérait qu'avoir la nationalité suisse, ça permettait d'avoir une forme de liberté de circulation. Un laissez-passer qui vous permettra d'aller un peu partout dans le monde. Parce que nous avons eu la chance, nous, notre promotion, notre génération, nous avons eu la chance, ici à Tétouan même, de grandir avec une grande liberté de circulation. Exactement. Ceuta, qui est une enclave espagnole, exactement, sur le territoire marocain. À l'époque, on prenait un taxi à 1 euro. J'y allais à vélo, moi. Oui. Moi, j'y allais à vélo. C'est vrai, ouais. À vélo, j'allais traverser la frontière et je me retrouvais sur un territoire espagnol. Je parle pas des vacances, tous les étés que je pouvais passer en Espagne. Donc, on pouvait circuler librement. Au début, même sans passeport, après, juste avec le passeport. Mais on voyait venir, déjà à cette époque-là, Hassan et moi, on voyait déjà venir des problèmes de circulation. Ouais. Et donc, on s'était dit, ça serait intéressant de pouvoir disposer d'une nationalité. À l'époque, on s'était imaginé suisse, qui permettait de circuler librement ou sans trop grande difficulté. Et donc, c'était un projet de jeune enfant, voilà, qui est resté dans un coin de cerveau. Ce qui fait que lorsque j'ai eu la possibilité de me retrouver en France pour d'autres raisons, celle des études de 3e cycle, eh bien l'idée m'est revenue très vite. Et je me suis dit, peut-être que j'ai la chance aujourd'hui de faire une demande de nationalité et donc de passeport français qui me permettra de continuer à circuler librement comme j'ai circulé aujourd'hui. Et ce fut le cas. Effectivement, ce fut le cas. Donc, très vite, j'ai monté mon dossier. Et, bien sûr, il fallait justifier d'un certain nombre d'années de présence sur le territoire national. L'Hexagone. Il fallait Hexagone ou pas, c'est sur le territoire français. Et
et aussi de justifier d'une situation. Donc, dès que j'ai pu commencer à travailler, et surtout le poste de maître auxiliaire, parce que bon, comme la plupart des étudiants marocains à cette époque-là, et comme tu l'as très bien dit, la bourse marocaine qui était très très faible, bah, nous poussait à exercer des métiers divers et variés pour combler le manque et subvenir à nos besoins. Sans oublier bien sûr l'aide des différents parents qui pouvaient nous Oui, octroyer. merci, alhamdoulilah. Non, mais Alhamdoulilah, j'ai dû dire ça l'année dernière quand j'ai eu un échange, une discussion avec ton frère Abdullah et aussi bien avec ta sœur, parce que toi, tu étais étudiant à Marseille, tu avais ta grande sœur qui était à Rossas. Exact. Et des fois, tu partais en week-end, tu venais à fait. avec un sac à dos archi plein. Et il y avait du Nutella, des croquettes, Tout à fait, des tout à fait. biscuits, tout ça. Alhamdoulilah, non, mais c'est bien. De l'aide familiale. Mais moi, c'était, pour avoir le essentiel. même sac avec la même quantité, il fallait que je descende jusqu'à Titoine. Mais il faut reconnaître que des fois, on faisait un choix. Soit tu vas prendre un billet de train pour venir à Noël, ou bien avec le prix que tu dois payer pour le billet aller-retour en train, tu dois acheter des livres pour mieux t'enrichir et pour bien réussir tes études. Les vacances d'été, on avait 2 mois à peu près, il fallait faire un choix. Est-ce que tu vas descendre 2 mois ici et avec l'été, la canicule et tout ça, est-ce que tu vas travailler? Je crois pas. Donc on restait 1 mois là-bas. En même temps, on faisait un petit boulot, que ce soit dans la restauration ou bien dans le bâtiment. Moi qui étais électronicien, j'ai travaillé comme électricien de base dans l'électricité du bâtiment. Ça m'a permis quand même d'avoir un mat de salaire et de venir ici pour passer le 2e mois. Ouais. Tu Mais- m'excuseras, mais contrairement à toi, moi j'ai pas eu ce genre de dilemme. Moi j'ai toujours pris mes vacances d'été et j'ai toujours été ici. Et donc le travail que je disais, le job étudiant que je faisais sans aucun regret, c'était serveur extra. Ah ouais. Et c'était toute l'année hein, dans des hôtels. J'étais engagé comme serveur pour des grandes réceptions. C'était pas un serveur juste pour un restaurant, mais c'était plus un serveur. Ils appelaient ça serveur extra. C'est-à-dire quand il y avait des grands moments D'influence, de réception, tu faisais... des partis politiques, des associations. Ouais, oui. Voilà, on aménageait la salle, on servait, voilà. Et donc ça permettait d'arrondir les fins de mois. Voilà. Excuse-moi Mohamed, il faut savoir une chose, c'est que quand on cherche à aller à un pays donné, il faut maîtriser la langue. Tout à fait. Et il faut reconnaître que moi, comme étudiant avec un niveau moyen en français et un niveau presque nul en anglais, c'était un petit peu difficile. Mais il s'avère que quand j'étais connu, on a discuté un petit peu et je t'ai dit, est-ce que tu étais au Club Med? Tu m'as dit oui. J'ai dit, alors comment tu as pu rentrer? Tu m'avais dit que j'étais avec un ami à moi qui s'appelait Lamarty, qui vendait les parfums, les produits de l'artisanat, le soir où il y a la soirée marocaine au Club Med. C'est vrai ou pas? Exactement. Ça, Voilà. c'est un très bon souvenir. Oui, oui, parce Najib que... Lamarty. Najib Lamarty, Très voilà. bon ami. Lamarty, c'est une famille de chef Chawen, non? Je sais pas si c'est Son le chef père, Chawen. il avait un bazar d'Ila Qdima Qasdagin مع سوق الحوت, c'est Un ça? ami d'enfance que je garde. Najib encore Lamarty. Et qu'est-ce qu'il aujourd'hui. devient aujourd'hui? Bah, il est toujours fidèle à son poste, même à la même place. Commerçant là-bas des produits de l'artisanat marocain. Non, il fait plus le. Il s'est très très vite. Il s'est occupé plus de la technologie. Hein. C'est Ah, d'accord. l'audiovisuel. Voilà, donc. Mais je garde contact avec lui et c'est adorable. Najib Lamarty, c'est- Non, parce que quand Comme un on... frère, comme un Oui, frère. alors, soyons corrects. Vous avez 18 ans, vous avez 19 ans, 20 ans. Vous irez au Club Med. Vous voyez les Français, les jeunes du même âge que toi ou que moi, ils ont des baskets Nike, Adidas, Puma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, c'est un pays où le salaire il est bon, il est costaud. Aujourd'hui, on sent un parfum Pierre Cardin, demain c'est Yves Saint Laurent. Le lendemain, c'est Paco Rabanne. Ça veut dire que être en France, vivre en France, on peut avoir un salaire costaud, hein? C'est vrai ou pas? Bah, figure-toi, ce genre d'observation et de remarques, ça ne m'a jamais effleuré la tête. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Non, mais, Je me suis jamais posé ce genre de questions. non, mais Donc, ici au Maroc, il faut faire un choix. Soit
Non, que... soyons honnêtes, soyons honnêtes. Oui, soyons logiques. Soyons honnêtes. Ouais, ouais. Moi, personnellement, c'est ma vision, ça n'engage qu'à moi. Moi, personnellement, dans les années 70 jusqu'au début des années 80, 80, ouais. je suis désolé, peut-être tu avais une autre vision, mais moi, personnellement, niveau de vie marocain, français, Que tu as connu à espagnol, l'époque, ouais. que j'ai connu à l'époque, était équivalent. Je dirais même parfois, pour moi, c'est ma vision que je garde, niveau marocain était même légèrement supérieur à celui de France. Je me souviens même très bien, et là je vais peut-être te donner un scoop, mon frère Ali, qui lui a fait un doctorat à Toulouse. Exactement, à Toulouse, ouais. Donc moi je continuais mes études de biologie-géologie à l'université médecin de Rabat. Eh bien, une année de grève, j'ai dû redoubler ma troisième année. Donc j'étais privé de bourse. Eh bien, c'était mon frère Ali À l'époque, qui avait une bourse française, de coopération, exact, ouais, je qui vois. m'a envoyé une part de Oui, sa oui. bourse pour me soutenir financièrement pour faire mes études. Moi, je me souviens. Oui, non, Donc, mais ça, c'est vrai. Pour dire que, je me rappelle, je vais te le dire même, à Oui, l'époque, oui. le dirham coûtait plus cher que Oui, le franc. c'était 1 dirham, il valait Un 1 franc franc. 20. Voilà. Je me exactement. souviens très très bien, Alors oui. voilà. Et, Voilà. et en 83-82, je pense qu'avec l'arrivée de François Mitterrand, il a dit que les vacanciers français qui vont partir à l'étranger, ils ont droit à 2000 francs par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Français, quand il vient au Maroc avec le Med, pour passer, il vient une première semaine, après il revient une deuxième semaine, rien que pour ramener un peu plus de sous. Mais voilà. Non, mais quand on voyait les clients du Club Med avec le collier barre, la boule dorée, la blanche, la noire, l'orange, tout ça, c'est comme, on dirait que le Club Med, c'est comme un pilier à part avec une devise à part. Ah ben, ils avaient leur propre monnaie. Exactement. Ils avaient leur propre monnaie. Ils avaient leur propre monnaie. Ouais. C'est- Eh ouais, non, Club Med, mais pour faire c'est vrai fonctionner que- les activités, ils avaient leur propre. Ils Tu échangeaient sais leur- qu'aujourd'hui, l'argent contre des monnaies ouais. Club Med. Et c'est qui le président, directeur général du Club Med? J'en sais rien du tout. C'est le fils de Valéry Giscard d'Estaing. Ah bon. Ah, Ouais. ah bon. Et leur siège, il est dans le 19e arrondissement à Paris, à quelques pas de mon lycée, là où je travaille. Moi, je me rappelle, tu t'es toujours intéressé à au fonctionnement et Non, non, parce même les que- partis politiques. Oui, ben, les partis politiques. Alors, il faut reconnaître qu'on a connu plusieurs présidents de la République. Il y a François Mitterrand, on a connu Jacques Chirac, on a connu Nicolas Sarkozy, on a connu François Hollande. Et le dernier, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Alors, il y a 5 présidents. Alors, lequel tu trouves qui était le meilleur président parmi ces 5? Est-ce que tu peux donner une idée et te justifier pourquoi? Non, mais Bon, on est français à part entière, ils ne vont pas nous retirer la nationalité quand même. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est juste une vision personnelle qui est critiquable même de l'intérieur. Hein. Ouais. Moi, je dirais Jacques Chirac. Jacques Chirac, comme président, c'était peut-être une personnalité, on va dire, un peu particulière. Ensuite, presque au même niveau, François Mitterrand. Après, personnellement, je ne me suis jamais vraiment intéressé beaucoup à la politique jusqu'à ce que j'arrive en France. Et je garde on va dire, un souvenir de la période de cohabitation Ouais. qui, à mon sens, était Eh ben, on a eu la 2 fois la meilleure- cohabitation. la cohabitation. On l'a vu en 86 et 88. Ouais. Avec Jacques Chirac, Premier ministre, qui demeure en paix là où il est, à savoir au cimetière de Montparnasse. Et il y avait une deuxième cohabitation, c'était en 2002. Ah ouais. C'était Lionel Jospin, Premier Premier ministre, Jacques Chirac. et Jacques Chirac, président. Tout à fait. Ce sont les 2 périodes où la cohabitation existait. Tout à fait. Et depuis, Alors, c'est la attention. majorité absolue. Après- L'Élysée, même étiquette Bon, que absolu, le aujourd'hui, Parlement. on n'est pas tout à fait absolu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je disais, la cohabitation paraissait une chose intéressante.
Malheureusement, avec de recul, je vois que c'était aussi compliqué parce que les personnalités politiques, chacun y tire vers son compte et non pas pour l'intérêt de la nation. Parce que la cohabitation, c'était pour moi un moyen de trouver du bon pour l'intérêt de la France et des Français dans chaque parti. Et non pas un parti qui exerce son pouvoir sur la totalité de nos concitoyens. Donc, mais malheureusement, c'était plutôt un frein. C'est-à-dire que chaque bord freinait l'autre. Ouais. Alors qu'en réalité, ils auraient dû construire ensemble et mettre à part, de côté, leurs différences. Dans l'intérêt toujours des citoyens. Les citoyens français. Et de la France. Ouais. C'est vrai, C'est dommage. Hein. oui. Moi, personnellement, c'était ma vision, c'était la cohabitation, la meilleure solution. Cohabitation positive, c'est-à-dire, voilà, on a une vision différente, Ouais. mais il y a un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Il y a des troncs communs pour lesquels on est d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, c'est dommage. C'est vrai que le monde ne fonctionne pas comme ça. c'est vrai que à notre époque, en 85-86, je me souviens, il y avait François Mitterrand comme président. Sauf qu'au mois de mars 86, il y avait les élections législatives et là, la droite, le RPR, le Rassemblement pour la République, piloté par Jacques Chirac, qui a eu la majorité aux élections législatives, et on s'est retrouvé avec Jacques Chirac, Premier ministre, et François Mitterrand, président. Et ça a duré 2 ans. Et le mois de mai 1988, on s'est retrouvé avec les élections présidentielles, et comme tu te souviens, il y a François Mitterrand qui a gagné de peu les élections. Et c'est vrai que, et là je crois que tu peux confirmer, c'est que les photos des prospectus de la candidature Jacques Chirac, c'était des photos qui ont été prises ici au Maroc, offertes par le roi Hassan II, parce que le roi Hassan II, il était un ami intime à Jacques Chirac. Voilà. Moi, je n'ai pas suivi cette histoire. Si, un des amis intimes du roi Hassan II, c'était de personnalités françaises. Bien sûr, il faut savoir. Moi, j'étais voir. Des fois, il y a quelqu'un qui est nommé comme Premier ministre en France, et il y a un photographe de Tétouan, il me dit le Premier ministre actuel de la République française, c'est quelqu'un qui était au Club Med il y a 4 ans. Il y a 5 ans, il y a 6 ans. Je lui dis, alors, est-ce que tu as encore la photo? Et entre-temps, j'ai pu avoir, par exemple, la photo de M. Laurent Fabius, qui est actuellement le président du Conseil constitutionnel et était au Club Med. Et je me souviens que j'ai réussi à avoir la photo. J'ai été le voir à une époque où il était au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères, et je lui ai remis la photo, sauf que la dame qui était à ses côtés, c'était sa première femme. Aujourd'hui, il a une deuxième. Bon, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Il y a aussi des acteurs qui ont fréquenté, qui étaient au Club Med ici, soit à Smir, soit à Yasmina, soit à Malabata à Tanger, soit à Al-Husseima, soit à Agadir ou à Marrakech. C'est vrai que, et tu sais, à notre époque, venir au Maroc par avion, c'était réservé seulement aux enfants des ministres. Hein. Un vol aller-retour, ça coûtait vers les 700 €. Une fortune. Et je me souviens, une fois j'ai lu que le billet le plus cher d'avion, en prenant en considération la distance kilométrique entre les 2 points de départ et d'arrivée, c'est entre la France et le Maroc. Ah ouais. Voilà. Parce que la France est un pays francophone, c'est un pays qui a connu un rayonnement de la culture française, et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure que je te parle, on se retrouve avec des supermarchés Carrefour, les supermarchés Super U qui va ouvrir dans quelques jours ici à Cabo Negro. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à une autre époque, on était à Carrefour pour faire les courses, mais on n'avait pas l'idée de faire pousser le supermarché Carrefour vers le Maroc. Aujourd'hui, Carrefour, on le trouve partout dans les grandes villes. Decathlon aussi. C'est normal. Oui, voilà, c'est la mondialisation. C'est Il y a ce côté positif. Voilà.
En négatif aussi en même temps. Voilà, c'est Abdelkrim. Ben voilà, donc franchement, moi j'aurais aimé, franchement, moi, professeur certifié à l'éducation nationale française, sachant bien que j'ai passé le concours pour devenir prof. On ne devient pas prof comme ça par hasard. Hein. Ah, Moi, je me souviens quand j'ai passé le concours pour devenir français, j'étais classé le 4e à l'essai national français. Ils m'ont dit, avec ce classement, vous pouvez demander n'importe quelle académie. Que ce soit l'académie de Nice, l'académie de Nantes, la Bretagne. Voilà. Mais j'ai cherché à être à Paris parce que Paris, c'est une grande ville, c'est la première destination des touristes. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fier d'être professeur à Paris. Et un jour, il y a de quoi être fier. oui, il y a de quoi être fier, ça c'est sûr. Mais je peux te dire aussi que j'ai eu la chance de répondre aux besoins de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. J'étais dans la terre d'Abraham et pour être précis, c'était en Arabie Saoudite. J'aurais aimé finir ma carrière au lycée Regnault, mais il faut savoir que les places sont très 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 chères. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va conclure. Eh bien, voilà. Tout ça, c'était il y a 40 ans. Je parle marseillais, là, parce qu'on a vécu quand même 4 ans à Marseille. Hein. Voilà. Tu avec oui, non, mais je ne le regrette pas, parce que c'est grâce à Marseille que j'étais formé par des professeurs qui ont marqué l'histoire de l'électronique et de la physique. À savoir, M. Jacques Hervé. M. Jacques Hervé, il a 2 livres, tome 1 et tome 2, édition Masson, sur l'électronique numérique analogique. Et je lui passe un grand bonjour parce qu'il est toujours domicilié à Marseille. Qu'il demeure en paix là où il est, la personne qui a validé ma demande de candidature pour faire une licence d'électronique, électrotechnique et automatique, à savoir M. Robert Germer, que vraiment, ce monsieur, j'ai été à Marseille, rien que pour le visiter, c'était en 2018. Et quand il a su que je vais lui rendre visite, il a appelé 2 autres professeurs pour qu'ils soient ce jour-là parmi nous, à savoir M. Alain Deville, qui a marqué l'histoire de la physique en étant l'auteur de quelques livres de l'édition Ellipse. Et le jour où tu veux préparer l'agrégation, c'est dans les éditions Ellipse que tu trouves les bons chapitres qui sont bien expliqués et les bons exercices. Donc je me suis retrouvé avec M. Alain Deville, qui était pour moi professeur des semi-conducteurs, les simulations SPICE, etc. Et il était professeur aussi d'une unité de valeur qui s'appelait à l'époque onde des matières, qui était vraiment pour nous un petit peu difficile parce qu'il y avait la mécanique quantique, physique des semi-conducteurs et aussi la mécanique statistique et la thermodynamique. Et je peux vous dire que ce module-là, c'était difficile à obtenir. Mais merci le bon Dieu, on l'a eu avec mention assez bien. Et il y avait, comme je viens de vous dire, monsieur Jacques Hervé, qui a fait, qui a marqué l'histoire de l'électronique numérique et tout ça, avec ces 2 ouvrages. Et j'ai été les voir, et je me souviens, j'ai programmé cette visite avec quelques petits cadeaux de l'artisanat marocain et le savoir-faire des tanneurs marocains, et j'ai dû offrir des petits trucs à ces 3 professeurs. Et bien, figure-toi, il y a un des professeurs, je me souviens très bien, il a dit à M. Robert Germer, qui demeure en paix là où il est, parce qu'il est décédé il y a quelque temps, il a dit, on n'est jamais sorti de ton appartement avec les poches pleines. Ça veut dire quoi? Il y avait un portefeuille de l'artisanat marocain, des porte-clés, des petits trucs. Et ben voilà, merci. Et comme on dit en arabe, warhamman allamana. Warhamman allamana, ça veut dire que la bonté du bon Dieu va vers ceux qui nous ont enseigné. Et ben voilà, vous nous avez enseigné et vous nous avez formés. Et je me souviens le jour où j'ai passé le concours et surtout l'oral, ils m'ont posé des questions pièges et je pense que le meilleur métier qu'un être humain peut exercer, c'est enseignant. Pourquoi? Parce qu'à la maternelle, il a eu l'occasion d'avoir 3 maîtres ou maîtresses pour 3 ans. Après, au primaire, il a passé 5 ans, il a eu 5 maîtres ou maîtresses différents. Et au collège, donc, il a, dans la vie d'un élève,
Il a vu plusieurs professeurs et plusieurs enseignants et il est capable de s'adapter à la meilleure technique pédagogique et didactique pour enseigner. Moi, franchement, si jamais je suis médecin, je peux donner une ordonnance, mais la personne, il va me dire, voilà, ça va pas, vous m'avez donné n'importe quoi. Parce que j'étais pas médecin pendant 12 ans. Mais quand on est scolarisé 3 ans dans la maternelle, 5 ans dans le primaire, 4 ans au collège et 3 ans au lycée, je pense qu'on a eu plusieurs professeurs et on sait celui qui était compétent, qui nous explique bien, et celui qui est toujours bourré. La preuve, c'est que quand il sort du lycée, il sort par une porte dérobée parce qu'il est la plus proche au bar du coin pour prendre quelques canettes de bière ou quelques bouteilles de bière ou des verres de whisky. Mais, alhamdoulilah, on ne fait pas partie de ces profs-là. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ah, bah, que veux-tu que je pense à moi? Voilà, et ben, On a eu de tout. Hein. On a eu de tout, voilà. On a eu de toutes les couleurs. Voilà. C'est vrai, être étudiant marocain en France, c'est difficile, mais je pense que quand on est optimiste, voilà, et quand on travaille et quand on bosse, et ça je le dis à mes enfants et je le dis aussi à mes étudiants. Je leur dis, en France, partout. Hein, oui, partout, moi personnellement, je me souviens, on avait des livres avec la solution, on était même capable de corriger les erreurs du livre. Parce que on dit, voilà, là il y a une erreur. Voilà. Et à force de dire que je me suis dit que je suis mieux adapté au métier d'enseignant, c'est parce que j'ai donné des cours particuliers à droite et à gauche et ils avaient un agenda archi plein. Surtout quand j'ai habité à la Cité internationale de l'Université de Paris, le quartier, je connaissais le code des immeubles par cœur, parce qu'à force de donner des cours à droite et à gauche dans le quartier, voilà, aujourd'hui, mes élèves, j'ai des élèves qui travaillent chez Airbus, il y a d'autres qui travaillent chez Dassault Aviation, Thales, tout ça. C'est grâce à quoi? Parce qu'ils ont bossé. Mais aujourd'hui, je pense qu'être enseignant, c'est difficile. Pourquoi? Tu remplis le tableau de 4 mètres carrés avec des feutres en couleur et tout ça, et l'élève, il ne fait rien. À la fin, il prend des photos du tableau. Alors là, c'est pas sérieux, franchement. Oh, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire, mais moi, je trouve que c'est une agression vers le professeur. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Moi, j'ai même des collégiens, j'ai des élèves qui, effectivement, ne prennent pas note et à la fin, ils viennent prendre une photo de ce qui était écrit au tableau. Mais j'ai toujours dit à mes élèves que le plus important, c'est pas ce qui est noté. Le plus important, c'est ce que m'a gardé. Oui, compris. Alors, c'est le plus important. Oui, tu as un enfant de 7 ans. Est-ce que pour toi, il faut lui acheter une calculatrice à 4 opérations et de lui donner la calculatrice et après il va te faire les calculs? Non, à 7 ans, il faut travailler. Voilà, la mémoire. Il faut savoir comment on peut faire une division, une multiplication technique. Posée, une division, etc. Voilà. Bien sûr. Ça, voilà, c'est les travers de la technologie. Je ne vous cache pas qu'avec Mohamed, on peut discuter de tout. Et on peut rester longtemps, mais on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Excellente journée. On n'est que lundi. Bonne semaine. Et voilà, c'est les vacances d'été. Dans un mois, on sera devant nos élèves en train de faire des cours et on aura peut-être le premier paquet des cours à corriger. Merci, au revoir, slama.